Alors nous ont rejoint Monique Dagneau, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, vous êtes l'auteur de Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, qui vient d'être réédité et augmenté. Claire Berest, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de Mikado, de l'Orchestre vide, de la lutte des classes, pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale. Le dernier, c'est Enfants perdus, enquête à la brigade des mineurs. La nouvelle génération qui a grandi entourée d'écrans, on le voit là. Est-ce qu'elle est radicalement différente des précédentes? Alors, moi, j'ai commencé l'enquête qui m'a menée à faire ce livre avec un constat simple, c'est que, faisant partie de la génération qui précédait tout juste la génération actuelle des adolescents, je ne comprenais rien à leur rapport au monde et j'étais en complète rupture avec eux. Et du coup, en faisant cette enquête, un constat est venu assez rapidement, c'est que cette jeune génération entourée d'écrans, smartphones, télé, Internet, etc., semble avoir deux identités. Une identité réelle et une identité virtuelle, un corps réel et un corps virtuel. Et il semblerait que le corps virtuel ait beaucoup plus d'importance que le corps réel. Vous êtes sûr, c'est pas une vue d'écrivain? Alors, notamment, si je peux vous donner un exemple, un des exemples emblématiques parmi les nombreux exemples que j'explique dans le livre, une jeune fille, très jeune fille, 13-14 ans, se fait piéger sur Internet par un prédateur. Il lui bloque son compte MSN. Il lui propose de le débloquer uniquement si elle s'engage à faire un certain nombre de choses du type se déshabiller devant sa webcam et des choses bien pires que je ne dirai pas. Elle le fait. Elle s'exécute. Tout ça arrive à la brigade des mineurs. L'enquêteur lui demande, mais c'est gratuit un compte MSN. Pourquoi ne pas avoir créé un autre compte MSN? Elle le regarde interloqué, elle dit, mais monsieur, c'est toute ma vie est sur ce compte MSN. Autre exemple canonique de la brigade des mineurs, on prend le portable d'une jeune fille et on lui dit qu'on lui rend si elle fait une fellation. Elles le font. Parce que le portable est bien plus important, à la limite, que cette intégrité physique qui n'est que le corps réel. Donc, est-ce que... Alors, progrès, moi, j'aurais aucune idée. Je dis juste simplement que la jeune génération a un rapport inédit au monde, dans lequel, moi, je ne comprends rien. Et je pense que ce rapport au monde nous échappe à tous. Et qu'il va falloir beaucoup de recul dans 10 ans, 20 ans, pour comprendre ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Monique Dagneau? Alors, je serais d'accord sur la dernière phrase. Effectivement, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui a un rapport tout à fait inédit au monde, en particulier parce qu'il y a ce modèle communicationnel qui est Internet, les réseaux sociaux, et qu'en très peu d'années, finalement, ils se sont mis à fonctionner de façon différente d'autrefois, tout en n'étant pas si différents. Voilà. Votre enquête, elle parle surtout de ce que vous avez vu à la brigade des mineurs. Pas seulement, mais oui. Mais beaucoup, très largement, et notamment sur les comportements. Aussi en tant que professeur moi-même. Et un petit peu comme professeur, mais ce que vous montrez, ce sont les dérives d'Internet. Selon quoi, je ne suis pas en désaccord, et le débat, par exemple, sur la pornographie qui a envahi Internet et son effet sur la sexualité des jeunes, je suis tout à fait prête à en discuter. Mais si on prend le thème plus général d'Internet, d'abord, Internet est né sur une utopie extraordinaire. Je vais presque rejoindre Jean de Kervazoué. C'est l'idée qu'on va mettre les individus en réseau. C'est l'idée que l'individu, avec son ordinateur, avec la technologie, sera plus autonome, qu'il aura même du plaisir et qu'il pourra interacter, avoir du pouvoir, plus de pouvoir. Le deuxième point, le deuxième élément sur lequel Internet s'est construit, c'est l'idée de la libre circulation des flux, y compris d'ailleurs les flux de contenu pornographique, mais tout flux, et beaucoup la connaissance, l'information. Et le troisième point, c'est l'idée de la gratuité. Vous avez, c'est-à-dire l'échange désintéressé. Donc au total, au départ, c'est une utopie formidable, qui d'ailleurs n'est pas de votre génération, elle est d'ailleurs plus d'une ancienne génération. Et on a mis cette utopie sociale, c'est un modèle de philosophie politique d'une certaine façon, on l'a mis à travers de la technologie. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, au départ c'est un progrès, mais avec quelque chose de plus, c'est-à-dire une projection sur la société, comment la société va s'organiser. Alors ensuite, qu'est-ce que ça devient dans la réalité ? Dans la réalité, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de dérives, mais si je prends simplement la sociabilité des jeunes, c'est une sociabilité qui n'a pas disparu dans le face-à-face. Les jeunes poursuivent le face-à-face avec leurs amis par le biais des réseaux sociaux, par le biais de Facebook. C'est vrai aussi ils ont des contacts avec beaucoup plus de gens et sans doute beaucoup plus diversifiés que simplement dans leur petite vie de face-à-face, mais en même temps,
ils ont une sociabilité nouvelle, je suis d'accord, mais ça n'est pas une perversion, c'est plutôt un apport, c'est une autre façon de fonctionner dans la société. Et on ne peut pas voir ce progrès, cette utopie sociale, uniquement à travers les dérives, qui sont d'ailleurs des dérives qui sont beaucoup liées au fait que la culture marchande a envahi cette nouveauté technologique. Mais autrement, si vous voulez, c'est plutôt... ça ne transforme pas à ce point la vie des gens, ça la recompose, ça vous fait vous projeter dans la société de façon un peu différente. Mais il faut cette vision apocalyptique des effets d'Internet sur la jeunesse. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes, vraiment, ils sont assez conservateurs. Ils sont plutôt très repliés sur leur communauté et leur famille. Alors moi, je voulais élargir même le débat et pas seulement à chaque fois se demander est-ce que Internet c'est bon pour les jeunes, mais plus spécialement, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre contact avec pratiquement toute l'information, les arts, la distraction, la connaissance se fait à travers des écrans et on peut se demander justement si ça nous rend plus intelligents ou au contraire, cet accès à tout, au fond, on passe plus de temps à regarder vidéo gag que le faisaient nos parents il y a 20 ans et ça, est-ce que c'est un progrès. Alexandre Delegue. Alors, on pourrait encore imaginer une expérience fictive. On prend mon arrière-grand-mère, désolé, je suis dans la soirée des expériences fictives, je prends mon arrière-grand-mère au début du XXe siècle et on lui dit, derrière ce rideau, on la met dans une pièce, il y a un rideau au milieu, derrière ce rideau, il y a une personne du début du XXIe siècle. Vous pouvez lui parler, lui dire tout ce que vous voulez, lui poser toutes les questions que vous voulez. Et là, mon arrière-grand-mère va lui poser des questions, elle va se dire, mais c'est extraordinaire, cette personne sait tout. Elle est capable de décrire des lieux qui sont à des milliers de kilomètres avec une absolue précision. Cette personne, c'est simplement n'importe qui d'entre nous avec un téléphone portable. Elle parle toutes les langues. Elle est capable de citer des passages entiers de toute la littérature, de tout ce que je connais, etc. Cette personne va dire, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'homme du XXIe siècle, ou à la femme du XXIe siècle d'ailleurs, pour qu'il devienne une créature avec avec de telles capacités. Et je pense que avant de regarder les indiscutables travers de notre société et de ce rapport à l'écran et à la modernité, il faut quand même voir ça. C'est que ça, c'est vraiment quelque chose qui est considérable et que, de l'extérieur, on regarderait avec étonnement et admiration. Mais vous me rappellerez quel est ce dialoguiste de cinéma qui a fait dire d'un des personnages d'un film un peu comique, « Oh, lui, il sait tout, mais il ne comprend rien. » C'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. Celui qui sait tout ne comprend rien. Le processus d'intelligence est un processus de sélection et non d'accumulation. Donc là, vous avez illustré l'évolution vers la bêtise que j'essaie de contester. Donc là, c'est parfait, vous êtes à la soirée des démonstrations, c'est excellent. Vous illustrez la thèse du camp adverse. Donc c'est parfait. Et l'un des défauts de l'idéologie du progrès, c'est qu'elle rend stupide. Et là, on a une illustration. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut étudier le règne de la quantité, les signes des temps. Il ne faut pas l'admettre comme il est. Si vous vous laissez envahir par la quantité, vous devenez une quantité, vous n'êtes plus une qualité. Et ça, on en a l'illustration à chaque fois que ce genre d'idées se confrontent. Merci. Miroslav Radman, j'aimerais bien votre avis sur cette question. Oui. Moi, comme biologiste, je m'amuse à considérer le cerveau humain qui a créé toutes ces technologies comme devenu une sorte de terroriste du reste du corps. Quand on pense bonheur, c'est très biologique. Et je crois que nous perdons le respect pour notre bios, pour notre biologie, qui est l'amour, les sentiments, les caresses, le bien-être. Mais il y a un terroriste, c'est un organe qui a évolué beaucoup plus que les autres et qui maintenant terrorise le reste. Or, il dépend. Au moment où le foie ou le rein arrête de bien fonctionner, il y a les toxines dans le cerveau, il est fini. Mais donc cette culture de laquelle nous parlons, et qui ne m'excite pas d'ailleurs, où je vois qu'avant de mourir de faim et de la pollution, je pourrais mourir d'ennui. Parce que le contenu de la commerce et communication, c'est tout ce qui est sur la scène aujourd'hui, est tellement pauvre pour moi, pour mon goût. Et je ne vois pas d'artisanat intellectuel
Sauf quand on commence les grandes boîtes comme Facebook, etc. Au début, ça commence dans un garage. Mais il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Et cette technologie, je vois, sert à homogénéiser, à s'ennuyer à mort. Les jeunes sont ennuyeux pour moi. Et pourtant, ils ne s'ennuient jamais. Très peu productifs. Ils ne s'ennuient jamais. Ils se déshabituent à penser avec avec le bon sens, common sense, disent les Anglais, utiliser leur cerveau, parce qu'il y a la machine qui le fait pour eux, et ils se laissent aller. Donc, de l'autre côté, la façon à stimuler la diversité, pourquoi la vie est ici, pourquoi nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une immense diversité du vivant, de tel qu'il y avait toujours quelque chose qui va survivre. Et c'est que nous oublions l'importance, je crois que nous n'avons pas compris, même les biologistes, l'importance de l'évolution. Nous sommes ici, nous parlons de l'évolution culturelle, de l'évolution biologique, mais nous sommes aveugles au processus de l'évolution. Le processus de l'évolution, c'est des échecs, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'échecs avant qu'il y ait un succès. Et quand il y a le succès, il y a une plante que je peux observer, il y a Frédéric Tadei qui est joué. Ce sont des succès, mais nous sommes aveugles au processus qui a amené ça, et même au succès économique. Nous sommes aveugles à combien d'échecs il y en avait pour faire un Bill Gates ou un... Et sans savoir ça, qu'il faut investir dans les échecs, dans le gaspillage. C'est la source, parce que sinon on serait les dieux. Si on savait. Or, l'establishment politique, financier, joue les dieux. Ils sont complètement incompétents comme dieux, très, très, très incompétents, qui nous mettent dans les moules, et toute originalité, innovation est exclue activement, mais avec une efficacité inouïe. C'est pour ça que nous innovons trop peu, et je crois que nous n'avons pas trop de progrès, nous n'avons pas assez de progrès, par une diversité qui nous manque beaucoup à cause de la bureaucratisation des institutions qui vont de Bruxelles jusqu'ici. Ça, c'est notre handicap clé. Pourquoi nous ne sommes pas heureux, pourquoi nous n'avons pas rigolé davantage pendant cette soirée. Parce que c'est diagnostic, c'est le plus important pour moi. Vous voyez, Claire très court parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, très court, je veux juste répondre. J'ai absolument pas une vision apocalyptique et je ne parlais pas de pornographie. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est que je vois en étant prof et prof de particulière avec des jeunes gens qu'ils ont une contestation permanente, ce qui est très bien. Contestation permanente. Simplement, la voix de l'homme n'a aucun poids par rapport à la voix de l'Internet. Je vous donne un exemple. Je fais un cours. La jeune fille me demande qui est le maire de Paris. Elle est en train de vérifier sur Internet. Je dis, c'est Bertrand Delanoë, on n'a pas besoin de vérifier. Elle vérifie quand même. Elle trouve un autre nom, parce qu'ils ne savent pas taper les bons mots-clés et qu'ils ne recoupent pas les informations. Et elle me dit, Madame, vous avez tort, ce n'est pas Bertrand Delanoë. Parce que Big Brother Internet a raison par rapport à la voix humaine. Je trouve que Internet est un outil fabuleux, mais je pense que c'est inconscient de ne pas se poser ce genre de questions. Rémi Brague, Je pense qu'il faut- très court, je vous donne tout de suite la parole. C'est très intéressant que lorsque l'on parle d'Internet, c'est un mot anglais, on ait choisi pour traduire soit réseau, soit toile. Alors que net, ça veut dire avant tout filet. Bon. Qui est un mot beaucoup plus négatif. Hein. On est un peu, ou toile d'araignée, si vous voulez. Toile, c'est web. Oui, c'est moins sympathique. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que Internet met à notre disposition une masse de savoir absolument invraisemblable. Vous avez tout à fait raison. Hein. Mais ce savoir, encore faut-il se l'approprier. Nous sommes, si vous voulez, devant un garde-manger infini. À nous de faire la cuisine. C'est là que l'intelligence intervient et que le savoir est incapable de la remplacer. Il y a quelqu'un qui s'est posé un problème de ce genre-là. C'est Platon. Lorsque, dans un dialogue, il s'interroge sur l'écriture. Alors il dit, c'est un exemple de progrès, puisque l'inventeur de l'écriture, c'est un mythe égyptien qu'il raconte dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre, enfin bon, pour ceux qui voudraient regarder. L'écriture est présentée par son inventeur comme une sorte de remède pour tous les trous de mémoire. Parce qu'effectivement, on peut déposer ça noir sur blanc. Et celui qui critique cette invention, et qui a finalement eu tort, puisque l'écriture existe,
Il lui dit non, ça va permettre au contraire aux gens d'oublier plus facilement. Parce qu'une fois qu'ils auront mis ça Par sur écrit. papier, bon, hop, c'est terminé. Bon. Alors, ce que le mythe ne raconte pas, mais que l'œuvre même de Platon raconte, c'est que l'écriture a au moins cet avantage que son œuvre nous a été transmise. Alors que son enseignement oral, qui selon lui avait une plus grande valeur, bon, bah, voilà, il est parti en fumée, ou alors on en a peut-être quelques traces, enfin, bon, c'est une autre histoire. Je crois qu'on a là une sorte de parabole du progrès. Est-ce que ça permet de transmettre, est-ce que ça permet d'une part l'assimilation, la stylisation, si je puis dire, enfin, l'appropriation dans un style unique d'un savoir universel, et est-ce que ça permet également l'universalisation de ce savoir, sa transmission aux générations futures? La dernière minute pour Monique Dagneau. Alors, je vais rassurer Claire. Rassurez-moi. En fait, autant je pense que l'Internet, c'est une mine, effectivement, d'informations, de connaissances, que ça permet quelque chose qui est très fort aujourd'hui et qui doit être utilisé dans l'éducation, c'est le travail collaboratif. Mais autant je pense que ça a plein de vertus, en même temps, je pense que pour la transmission du savoir, pour justement être lié aux générations d'avant et à toute l'acquis des connaissances, le rôle des professeurs, du face-à-face, demeurera absolument essentiel, mais il sera enrichi par d'autres types de travail, qui est celui qui est fait autour d'Internet, avec les réseaux informatifs. Nous sommes etc. d'accord. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec un groupe anglais qui s'appelle La Femme. Ils viennent d'ailleurs de recevoir une victoire de la musique pour l'album Révélation de l'année. Ils nous interprètent pour la première fois à la télé Ipsoline. La Femme, c'est à vous. Jaillir la copale, une nuit froide, tu te glaces dans le fruit infernal, hivernal, tu souris dans un monde, il fait nuit, Ipsoline, Ipsilon, Ipsoline, psychologue. Regard noir, mémoire blanche, sur mes hanches, tu te penches, et soudain tu te lances. Te profile, la népale, te rappelle la cabale, amnésie, tu te manches, psychotrine. Dans ton saumon, faisant jaillir le napalm lentement, tu oublies dans les tubes qui s'enruent près du lac, tu ressens les premiers symptômes et tu mets les pieds dans l'eau, noyé seul dans ton citron. Ne se sent pas belle ce soir. Elle a bu l'eau du lac dans la nuit noire d'Halloween. Qui dit Ipsoline, hypnose, le napalm l'a rendue folle. Ipsoline te dégomme, hyponyme, épilogue. Crépuscule, soporifice, alibis, loin, loin d'ici. Les physios se promènent dans les plaines du mont sacré. Sur la digue,
se ligue pour la guilde de Guido le Guide. Il rejoint l'Anatole, fils du duc opposable. Au final, ne retient qu'un concept, puis réfères en toile. Strakovic, Ignomis plus Propanol. Les tubes la sauvent, puis l'abandonnent. Ibrahim, dit de Babylone, l'immole soudain sous l'adrénaline. 4,7 mol type solide, vie de lui, de vermine. Grazie mille. Dès maintenant, pour voir tous les lives de Ce soir ou jamais et réagir à l'émission, rendez-vous sur France2.fr.